Du Donc, coup, Violette, pour être sûre d'avoir compris, excuse-moi, tu enregistres pour les gens qui peuvent pas suivre, c'est ça? c'est ça. OK, cool, merci. Si ça vous va, ouais. Si ça Ouais. vous dérange, dites-moi, hein. Non, non, pas du tout, c'est juste pour être sûre. Merci. Et je vous enverrai les slides après, hein. Du coup, c'est quoi une communauté? Donc, voici la définition qu'on propose chez Make Sense. Hem, ce n'est pas une définition, gravée dans le marbre. En tout cas, c'est une proposition et c'est sur quoi on a travaillé. Donc qu'est-ce que c'est que ce groupe de personnes? Déjà, il peut varier en taille. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est qu'un groupe, ça commence à 2. Quand les personnes sont un peu désespérées d'avoir personne à leurs événements, j'aime bien dire que voilà, déjà 2 personnes, c'est un début. Et après, parfois, bien sûr, il y a aussi des communautés avec, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, mais c'est une autre échelle. Et toutes ces personnes-là, il faut qu'elles soient unies. C'est-à-dire que vous en avez parlé, il y avait le terme échange, il y avait le terme partage. Donc, il faut que les personnes euh, membres de cette communauté eh bien, soient connectées. Et elles peuvent être connectées par plusieurs choses. Elles peuvent être connectées par une vision, c'est-à-dire elles partagent la même vision de la société, une société où voilà, l'éducation est accessible, où l'accès aux soins, ou par rapport à l'environnement, ou par rapport à quels que soient les sujets en tout cas. Ou alors on a une même vision de, ouais, de comment est-ce que la société devrait se développer, ou des circonstances semblables. Et par circonstances, ce qu'on entend, on entend vraiment, soit on habite dans le même quartier, soit on travaille dans la même entreprise, mais en tout cas, le fait d'être vraiment au même endroit et partager des conditions, ça veut dire qu'on a des besoins similaires. Et ça peut être les deux. Donc, par exemple, ça peut être des personnes qui habitent dans le même quartier et qui, en plus, sont convaincues de l'importance de favoriser la réduction des déchets dans ce quartier-là. Donc, ils vont se retrouver et faire une communauté locale. Euh, Ça peut être vraiment plein de formes différentes. Et le fait qu'ils y partagent des visions et ou des circonstances, ça fait que les membres, ils ont des besoins en commun. Donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir identifier, c'est quels sont les besoins de ces membres, quels sont les besoins de vos futurs membres de communauté, parce que pas beaucoup de personnes ici, enfin très peu de personnes ont encore une communauté à date. Et la partie que nous, on propose, en tout cas, c'est la vision qu'on a envie de porter chez Make Sense, c'est la partie action. C'est-à-dire que voilà, on peut se retrouver autour d'une vision, mais potentiellement rester à ce stade-là. Et nous, ce qu'on veut vraiment promouvoir, c'est une communauté qui est tournée vers l'action. C'est-à-dire que on va vouloir mener des projets, on va vouloir lancer des initiatives, on va vouloir individuellement ou collectivement avancer dans notre but commun. Donc, si je reprends mon exemple de quartier, si on a des habitants qui sont convaincus de l'importance de créer des quartiers qui soient plus zéro déchet, où il y a où on réduise euh, voilà, les déchets, eh bien, les actions qu'ils vont pouvoir mener, c'est créer un composteur collectif, faire des ateliers de sensibilisation, fournir je ne sais quoi aux habitants. En tout cas, ils mènent des actions pour accompagner ce projet et avancer dans cette vision, même si des fois le but commun il peut sembler loin. Donc, faire un quartier zéro déchet, ça peut sembler être très loin, mais en fait, l'objectif, c'est de se dire, bah, on avance ensemble, au fur et à mesure, et grâce à l'intelligence collective, grâce à l'esprit de groupe et la diversité de ses membres, on va réussir à aller dans le sens de notre objectif. Est-ce que déjà, sur cette définition, ça vous aiguille un peu plus? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que pas du tout? Vous me dites, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, pas de questions. Ok. Donc sur les piliers d'une communauté, il y a plusieurs éléments, en fait, il y a plusieurs briques qui permettent la création et le développement d'une communauté. Il y a l'aspect sentiment d'appartenance, c'est-à-dire, bah, très souvent, en fait, on fait partie de cette communauté sans le savoir. Mais il faut qu'au contraire, qu'on essaye de construire ce sentiment et qu'on se dise fier. Donc, par exemple, je participe à un sprint, je fais partie de la communauté des sprinteurs. Il y a un peu ce truc de, bah voilà, si on me croise dans les bureaux de Make Sense, on va pouvoir dire, bah moi, je fais partie de la communauté des sprinteurs, etc., etc. Donc vraiment, il y a cet aspect qui peut se retranscrire de différentes manières, via une identité, via un nom, via des rituels, etc. Ensuite, il y a la partie plutôt action et connexion. Donc là, c'est vraiment de se dire que
bah, c'est bien beau d'avoir des gens et qui se sentent appartenir à une communauté, mais il faut qu'il y ait des temps de rencontre, il faut qu'il y ait des actions qui soient menées. Et ça, il faut que ce soit quand même assez régulier. Enfin, pas forcément toutes les semaines, mais il faut que ce soit relativement régulier. Parce qu'en fait, les gens, il faut quand même, quand on a parlé d'une communauté, ça s'anime. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, si on dit, bah, on se voit une fois par an, c'est pas ça qui va faire vivre un collectif. Il faut qu'il y ait des actions qui soient proposées, des temps de rencontre formels et informels, plus ou moins soit des réunions, soit des petits déjeuners, soit des actions collectives, mais en tout cas des choses qu'on peut proposer. Et que chacun puisse contribuer à son échelle. Donc en fait, ce qu'on va chercher à construire dans une communauté, c'est différents niveaux d'engagement. Parce qu'il faut savoir que, imaginons théoriquement, bah voilà, on est toujours sur mon exemple de quartier. Donc moi, je suis dans le 12e, je veux lancer ma communauté de quartier. Eh bien, imaginons, il y a 60 personnes qui ont rempli mon questionnaire et qui ont accepté de rejoindre la communauté. Bah, sur ces 60, il y en aura peut-être 10 qui seront très actives, peut-être 30 qui participeront ponctuellement à des réunions, et le reste qui observera les newsletters ou les contenus, mais sans prendre part à l'action. Parce qu'en fait, il faut être réaliste dans le fait que tout le monde ne sera pas contributeur proactif. Et donc, il faut identifier quels sont les différents niveaux que vous pouvez avoir, quels sont les gens qui vont et comment on va animer les gens qui passent 2 heures par semaine avec moi ou ceux qui, au contraire, passent 1 heure par mois sur mon projet. Et il faut bien s'assurer que, bon, après, on n'est pas obligé d'être super précis, mais qu'on a différentes granularités d'engagement. Parce que des fois, soit on demande un engagement qui est très très faible, soit on demande un engagement qui est très très fort. Genre, on s'engage pendant 6 mois, je ne sais combien d'heures par semaine, mais les gens, ils ont d'autres priorités potentiellement et surtout d'autres réalités de vie. Donc, il faut aussi trouver le bon juste milieu. Et valoriser, bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que quand on mène une action, c'est très souvent intéressant de se dire comment est-ce que les personnes vont pouvoir valoriser ça, soit bah, soit publiquement, soit en termes de montée en compétences. Donc, par exemple, voilà, ça va être potentiellement apprendre des nouvelles manières de faire, potentiellement être valorisé sur des publications. Enfin, voilà. Est-ce que sur ces piliers, il y a des questions? Je vois un petit message. Pas forcément en physique, non, ça peut être 100% digital, tout à fait. En fait, là, dans ce que je mentionne, ça peut être 100% digital, 100% présentiel ou un mixte des deux. Très souvent, c'est un mixte des deux. Et maintenant, c'est aussi beaucoup du 100% digital. Mais par contre, même si c'est du 100% digital, ça ne veut pas dire que c'est juste un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp et après, c'est tout. Il faut quand même qu'il y ait des visioconférences, il faut qu'il y ait des temps de rencontre synchrones. En fait, la différence, c'est surtout entre le synchrone et asynchrone. Et c'est bien d'avoir les deux, d'avoir des espaces d'échange asynchrones où les gens ne sont pas tous connectés en même temps. Mais c'est bien d'avoir aussi des temps comme aujourd'hui, où on est tous connectés, où on va pouvoir échanger, rebondir, etc. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Hélène? Oui, super. Super, je repartage mon écran. Et si vous avez des questions, comme Hélène, continuez à partager vos questions. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'une communauté, selon, en tout cas, la vision de la communauté portée par Make Sense, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est que très souvent, en tout cas dans les projets que je rencontre dans le cadre d'entrepreneurs, c'est que très souvent, on va associer le mot communauté plutôt aux réseaux sociaux et en fait au community management. Donc, on va souvent associer ça à, bah, voilà, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram plutôt. Facebook, c'est peut-être moins d'actualité. J'ai une page je ne sais quoi et j'ai combien de personnes qui suivent mes réseaux, qui vont commenter, etc. Et ça, c'est une chose, mais c'est plutôt une communauté enfin, c'est plutôt quelque chose qui va chercher à faire développer la notoriété de votre projet, mais c'est pas ce qu'on entend par une communauté où vraiment ce qu'on va chercher à mesurer, c'est l'impact que on a pu avoir grâce à notre communauté, impact sur les membres, les événements, les rencontres, les connexions qu'il y a eu, etc. Donc c'est très différent, c'est-à-dire qu'il y a une forme qui est plus proche, enfin en tout cas ce que j'associe plus au réseau, c'est-à-dire bah, on va fournir du contenu qui est relativement descendant et les personnes vont pouvoir le partager, le commenter, etc.
versus quelque chose de très organique où, enfin, c'est ce dont je parle le plus aujourd'hui, très horizontal, où chacun va pouvoir prendre part au projet, où il va y avoir un certain nombre d'interactions et en fait, ça va être, beaucoup plus participatif et proactif. Les membres vont devoir être proactifs versus recevoir du contenu, le commenter, le lire et le partager. Est-ce que cette distinction déjà est un peu plus claire ou, ouais, je vois des hochements de tête. OK. Hem, du coup, pourquoi finalement faire tout ça? Là, ici, on a mis quelques exemples d'entrepreneurs et de porteurs de projets qui sont passés par, des parcours, d'incubation, de Make Sense. Et il y en a un certain nombre qui ont des communautés. Celle que je connais le mieux peut-être, il y a, The Trust Society, ça c'est un projet, bah, je suis très tournée autour des déchets, donc je parle beaucoup de ça. Mais c'est un projet qui est autour du zéro déchet, donc ils font en fait, il y a la possibilité d'acheter son dentifrice, enfin tous les trucs, en solide et eux, ils ont cherché à créer une communauté d'usagers pour à la fois faire des retours sur les produits, pour, pouvoir proposer des nouveaux producteurs et des nouveaux produits, pour pouvoir co-construire la marque. Donc là, c'est une communauté très tournée autour heu, très tournée produit, on va dire. Après, il y a Too Good To Go, c'est une application de lutte contre le gaspillage alimentaire que vous devez peut-être connaître et eux, ils ont aussi une communauté d'utilisateurs de l'application, et ces utilisateurs-là se retrouvent autour d'un intérêt commun qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire et ils vont pouvoir, organiser des temps de rencontre, des pique-niques avec, des choses qu'ils auront récupérées. Ils vont pouvoir, aussi, servir de prescripteurs auprès de leurs commerces locaux pour, les convaincre d'adopter, la solution. Green Lobby aussi que je connais un petit peu, eux, ce qu'ils font, c'est ils font des programmes auprès de membres sur comment est-ce que, leur communauté, c'est vraiment comment est-ce que chaque citoyen peut en fait, peser dans la balance, des politiques. Donc ça va être faire une interpellation auprès, de tes, députés et cetera et cetera. Et ils ont vraiment une mécanique de communauté dans le sens où c'est vraiment des promotions de citoyens qui vont être animés et qui vont être accompagnés dans la prise de connaissance et de conscience du système politique et de comment ils peuvent peser dedans et cetera. Hem Colette, qui est plutôt autour de l'intergénérationnel, eux aussi, qui est un projet plutôt autour de l'intergénérationnel. Ils ont des communautés à la fois avec des personnes âgées, mais aussi la rencontre entre différentes générations. Donc, ils organisent beaucoup d'événements pour se faire rencontrer les générations. Donc, voilà. Dans tous les projets, on voit qu'il y a de plus en plus de communautés qui sont développées. Mais ce n'est pas pour autant que c'est forcément obligé d'avoir une communauté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça peut servir d'avoir une communauté. Mais là, il faut savoir aussi que la communauté, c'est un outil, enfin, il faut le voir comme un outil, comme une façon de faire. Mais ça ne veut pas dire que forcément votre projet doit avoir une communauté. Donc, c'est la manière la plus efficace d'avoir un impact. Peut-être que la communauté n'est pas la solution qui vous convient le mieux, mais c'est ça qu'il va falloir définir. Donc, pour des projets à impact, l'intérêt d'une communauté, bah, c'est déjà d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Donc, par exemple, si j'ai un projet autour de autour du changement climatique, et ben, si j'ai des membres qui vont potentiellement porter différentes expertises, qui vont potentiellement m'apporter du contenu, des ressources, des expériences, etc. Donc, ça peut vraiment nourrir le projet et la compréhension des enjeux. Ça peut aussi être un appui pour la résolution des problématiques parce que, de manière générale, on croit beaucoup à tout ce qui est intelligence collective, c'est-à-dire, eh bien, s'appuyer sur une diversité de personnes pour résoudre le problème. Alors que souvent, quand on est porteur de projet, soit on est seul, soit on est en binôme, mais voilà, on est relativement ou trinôme, mais en tout cas, on est relativement peu nombreux. Donc le fait d'avoir une communauté, ça peut permettre d'ouvrir un petit peu, le champ des possibles dans les solutions, de notre problématique. Donc, par exemple, voilà, si on a des enjeux commerciaux, si on a des enjeux dans son modèle économique ou je ne sais quoi, bah, ça veut dire qu'on a une communauté de personnes qui sont un petit peu les ambassadeurs de notre projet et qui vont
prendre du temps pour réfléchir avec nous, nous donner des conseils, etc. Ça peut être vraiment moteur pour vous et motivant aussi, surtout, parce que ça montre qu'il y a des personnes qui soutiennent le projet. Après, il y a la partie le passage à l'action et surtout conserver l'intérêt des membres, parce qu'en fait, le fait d'appartenir à un collectif, ça permet quand même d'assouvir un certain nombre de besoins pour les membres. Ça va être créer des rencontres, apprendre des choses, ressentir de l'énergie. Et donc ça peut être quelque chose qui va vraiment fidéliser soit des potentiels clients si vous avez un produit ou un service et leur donner envie de revenir ou de continuer à s'engager avec vous. C'est vraiment la partie, comme je disais, fidélité. Faciliter la diffusion de nouvelles idées et compétences. Donc là, c'est par exemple si je veux qu'un maximum de personnes comprennent le concept de communauté et sachent se l'approprier, et je crée une communauté de responsables de communauté. C'est par exemple ce qu'on a fait. Donc, en fait, le fait de passer par le système on va pas juste faire des formations descendantes, mais on va aussi essayer de créer d'animer un réseau de responsables de communauté. Et en fait, ça va créer de l'entraide, du partage, et ça va permettre en fait aux gens de beaucoup plus facilement et rapidement s'approprier les concepts de ce sujet. Et puis après, bien sûr, c'est les personnes qui vont pouvoir tester et prototyper avec vous votre projet, votre produit ou votre service ou je ne sais quoi. Et donc, c'est vos premiers utilisateurs qui pourront vous faire des retours. Est-ce que là-dessus, il y a des choses que j'ai oubliées, peut-être que vous connaissez, ou des choses que vous souhaiterez ajouter, qui n'ont pas été mentionnées là sur l'intérêt d'une communauté, peut-être? N'hésitez pas à prendre la parole à haute voix. Non? Ok. Donc voilà, ça c'était les objectifs. Et ce qui est important, c'est de clarifier parmi tout cela lequel vous voulez prioriser. Parce qu'en fait, ça c'est différents objectifs, mais il ne faut pas essayer de tous les obtenir forcément. Ce qui est important, c'est d'en prioriser un ou deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'orientation et la manière dont on va animer notre communauté va dépendre de notre objectif. C'est comme tout, c'est-à-dire que si mon objectif, c'est que mes membres, ce soient mes premiers testeurs de mon produit, et du coup, je vais organiser des focus group, je vais organiser des visites dans mon usine, je vais organiser je ne sais quoi, pour que les gens s'approprient le produit, puissent le tester, puissent en parler, etc. Si mon objectif, c'est que mes membres passent à l'action, du coup, je vais animer plutôt différemment avec des sessions un peu plus collectives où les personnes peuvent aller se mobiliser autour d'un sujet. Enfin, selon votre objectif, bien sûr, la manière d'orienter la communauté va changer. Donc, c'est pour ça que c'est important de le prioriser. Voilà, donc là, c'était des exemples de ce qu'eux, ils ont précisé. Bien sûr, le défi, c'est le temps. Surtout que les communautés, c'est pas forcément ce qu'on va prioriser dans un projet entrepreneurial, parce qu'on va penser d'abord, je ne sais pas, au modèle de développement, au commercial, etc. Et c'est vrai que la communauté, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. En fait, c'est très flexible l'animation de communauté. Ça peut prendre 1 heure par semaine, comme ça peut en prendre un temps plein. Donc c'est vraiment très très flexible. Et il y a tellement de possibilités, on peut faire tellement de choses avec les gens que du coup il faut pouvoir prioriser et se dire à quel moment c'est intéressant de créer ma communauté. Est-ce que c'est très important pour mon projet? Et du coup, c'est quelque chose que je vais prioriser, ou est-ce que au contraire, c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans un second temps, et ça dépend aussi de quelle part la communauté prend dans votre projet et dans votre initiative. Est-ce que c'est au cœur? Est-ce que c'est vraiment le moteur du projet? Est-ce que c'est plus quelque chose qui pourra nourrir par la suite? Donc voilà, il faut se donner du temps et surtout voir si c'est important pour vous et pouvoir le planifier.
Alors, j'avance, parce qu'il est déjà 19h14. Il y a différentes typologies de communautés. Donc, il y a des communautés qu'on peut classifier par typologie de membres. Donc, plutôt des communautés de bénévoles. Donc, par exemple, si vous lancez un projet associatif, bah, souvent, il y a des bénévoles qui vont pouvoir le rejoindre. Des communautés de marques. Donc là, c'est un peu plus ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire, bah, j'ai un produit, je suis Apple. Bon, là, c'est un exemple extrême, mais j'ai une communauté de gens qui sont fans de Apple. J'ai des communautés de collaborateurs. Donc, moi, par exemple, je travaille beaucoup là-dessus aussi. Je suis dans une entreprise et je veux favoriser la rétention des collaborateurs. Je veux encourager la transition et qu'ils trouvent du sens dans leur métier. Bah, on peut animer des collectifs en interne ou alors des collectifs de partenaires. Ça peut être intéressant aussi pour des projets d'entrepreneuriat, par exemple. Voilà, imaginons, je lance un projet peut-être sur un nouveau sujet autour de la technologie durable, enfin voilà, je ne sais pas. Eh bien, ce qui pourrait être intéressant, c'est potentiellement, c'est de créer une communauté de partenaires, de chercheurs, d'institutions, d'entreprises ou d'autres entrepreneurs qui ont envie de travailler avec moi sur cette thématique. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir aussi un aspect un peu sectoriel. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, par exemple, voilà, tout on le disait, c'est plutôt une communauté d'utilisateurs. Il peut y avoir des communautés plutôt de professionnels ou des communautés ouais, de clients. Est-ce qu'il y a une question sur les catégories de communautés ou une remarque? Moi, j'ai une petite question, ouais. Hmm. Du coup, tu parlais de ces différentes communautés. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans le cadre d'un projet auto-entrepreneurial, c'est judicieux de mélanger les différentes communautés, partenaires, clients, etc. ou pas? Hmm. Oui, bah, si ils ont un intérêt à se retrouver, je pense que oui. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, sur quelle thématique toi porte ton projet pour que je puisse... Par exemple, bon, moi, je vais travailler dans une marque de produits nomades unisex en circuit court, donc des produits solides principalement. Je vais collaborer, je pense, avec des producteurs et notamment des petits laboratoires artisanaux. Je pense que ces personnes-là peuvent apporter des informations plus légitimes que moi en tant que commerçante, entre guillemets, qu'auto-entrepreneur, parce qu'ils connaissent leur métier, parce que c'est le leur. Et je pense qu'ils peuvent informer la communauté cliente voilà, par leur expérience et leur savoir, quoi. Ok, bah, je pense que ça peut être intéressant, non, ouais, de mutualiser les communautés. Et en fait, je pense qu'il y a des temps qui peuvent être réservés à, à un public. Par exemple, peut-être qu'il y a des moments où les partenaires doivent se retrouver, peut-être des moments où les... Mais des fois, il y a des intérêts à les faire se rencontrer et en effet, ne pas... ça fait aussi, ça dépense beaucoup d'énergie de devoir animer plusieurs communautés en parallèle. Mais s'ils ont un intérêt commun et des besoins communs, bah, autant aussi créer des moments de synergie, quoi. Est-ce que ça doit être payant pour assurer sa pérennité? Bah, ça dépend. Alors là-dessus, il y a de tout. Il y a des communautés où il n'y a pas d'adhésion, il y a des communautés où il y a une adhésion. Euh, Ça dépend aussi du modèle économique de votre communauté. Par exemple, nous, donc l'exemple dont je parlais tout à l'heure de notre communauté de responsables de communauté, pour le coup, il y a une adhésion annuelle que Make Sense propose pour les personnes qui souhaitent s'engager, mais c'est parce que derrière, nous, on cherche, enfin, c'est, on va dire, un projet qui n'est pas, enfin voilà, qui n'est pas à 100% bénévole. Par contre, bien sûr, dans les associations, par exemple, il n'y a pas d'adhésion qui soit, enfin, si des fois il y a des... Mais des fois, il y a les bénévoles de Make Sense, par exemple, il n'y a pas du tout d'adhésion, donc ça dépend aussi. C'est vraiment libre, ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des communautés, qui sont parfois privées, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire qui sont fermées, c'est-à-dire que c'est pas ouvert à tout le monde, et il y a des communautés qui sont ouvertes. Donc ça aussi, c'est par exemple, voilà, la communauté des boulangers, bah, forcément, ça va être fermé dans le sens où bah, il n'y a que les boulangers qui peuvent venir, puis il y a des communautés un peu plus ouvertes où n'importe qui peut venir. Donc, voilà, voilà.
Alors, j'ai cliqué beaucoup trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les étapes pour développer une communauté. Donc, il y a plusieurs grandes étapes pour lancer et développer notre communauté. Il y a l'étape 1 qui va être vraiment, vous êtes le petit bonhomme bleu, vous êtes le responsable de communauté, vous allez chercher à tisser du lien avec les personnes individuellement. Donc, l'objectif ici, c'est de comprendre les besoins, les envies de chacun, comment est-ce que chaque potentiel membre de la communauté. Ici, on est plutôt dans une phase de conception, donc il n'y a pas encore vraiment de communauté, mais on cherche plutôt à prendre un petit peu le pouls de ce qui pourrait être fait. Et donc là, ça peut être avec 10 personnes, 15 personnes, je ne sais pas. En tout cas, commencer à tisser des liens forts. Vous dire, imaginez, là, j'ai envie de lancer une communauté autour d'une thématique comme l'alimentation durable. Bah, je pense dans mon entourage, dans mes collègues, dans mes voisins, dans mes je ne sais quoi, qui pourraient être les personnes qui seraient susceptibles de faire partie d'une communauté autour de l'alimentation durable. Et une fois que j'ai rencontré ces personnes-là individuellement et que j'ai commencé à sonder leurs besoins et leur comprendre les enjeux, l'idée, c'est de passer directement à une étape où on va chercher à rassembler les personnes, les faire se rencontrer et donc organiser une première rencontre. Ça n'a pas besoin d'être parfait et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir non plus beaucoup de membres pour le faire. Vraiment, il faut très rapidement se dire, bon, bah, j'ai identifié 5 personnes ou 10 personnes, et bah, allez, on va les mettre autour de la table et on va lancer la discussion pour qu'ils commencent, même si vous êtes encore au centre, ils commencent à y avoir des interactions qui émergent entre eux, ils apprennent à se connaître, et ils apprennent à partager leur, bah, ils commencent un peu à construire la communauté avec vous. Et donc là, ça va être le moment où on enclenche un certain nombre de rencontres, encore une fois, en ligne ou hors ligne, mais un certain nombre d'échanges. Et après, on favorise les connexions. Donc là, l'objectif, c'est que ça marche, Lydie, à tout de suite. C'est que vous ne restiez pas dans cette posture du centre trop longtemps. C'est-à-dire que si vous restez tout le temps le moteur, et bah, je pense que vous avez déjà vu ça dans des collectifs autres, c'est que souvent, quand c'est la même personne tout le temps qui organise les réunions, qui prévoit les prochaines échéances, et ben ensuite, tous les autres vont se reposer sur cette personne-là au bout d'un moment. Et donc, forcément, bah, c'est pas forcément souhaitable pour vous puisque vous avez un projet à monter aussi et que vous n'aurez pas forcément le temps de faire ça pour toujours. Donc, l'idée, c'est de commencer à favoriser les connexions sans vous. Et donc, pour ça, il y a une mécanique que j'aime bien partager, c'est le je fais. Donc, c'est faire, faire avec et faire faire. Donc là, on est plutôt dans le faire, c'est-à-dire que c'est vous qui menez les projets. Et là, l'idée, ça va être de se tourner vers le faire avec, c'est-à-dire voilà, la prochaine réunion, peut-être que je vais la co-animer avec un membre. Je vais lui proposer, je vais lui dire, ah bah tiens, Emmanuel, j'ai vu que tu es venu déjà à 3 réunions sur cette thématique. Est-ce que ça te dirait d'animer avec moi la prochaine? Donc, on va peut-être pas lancer la personne directement sans filtre à l'animation, mais on va d'abord l'aider et puis après, potentiellement, se retirer au fur et à mesure du centre. Et puis après, on va chercher à outiller, former. Donc là, c'est la dernière étape, on va dire que c'est un peu plus notre vision. C'est quelque chose qui arrive plutôt dans le long terme, c'est de se dire qu'à un certain moment, il y a une mécanique, il y a des membres qui prennent des rôles dans la communauté, ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, vous allez pouvoir prendre potentiellement un rôle un peu plus d'accompagnement, de fournir les outils, d'imaginer le parcours des membres, etc. Et vous n'êtes pas extérieur à la communauté, mais vous êtes un peu plus comme un mentor de cette communauté. Est-ce que et après, alors très important, c'est pas aussi linéaire que ça, vous pouvez vous en douter. C'est-à-dire qu'une communauté, elle peut avancer jusqu'à l'étape 3, puis après revenir à l'étape 1, puis 2, puis 4. Donc c'est quelque chose qui est très mouvant, qui est très organique. Les personnes vont arriver dans le collectif, le quitter, revenir. Et donc c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Et puis ça évolue aussi en fonction du contexte, en fonction de l'actualité, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les étapes?
J'arrête de partager pour voir s'il y a des questions. Oui, j'ai une question, moi. Lydie, tu voulais poser une question ou pas? Non. Ouais, Ah oui. je sais pas si on m'entend. Là, on entend un peu mieux. Je voulais savoir justement de quelle façon tu parles d'animer, de se faire rencontrer les gens, parce que c'est un peu, comment dire, quand on s'y connaît pas en animation de groupe, etc., ça paraît un peu compliqué de créer une communauté comme ça, sans savoir quoi dire, à quel moment. Si vous n'avez jamais animé d'événement, je pense que l'idée, c'est aussi de faire quelque chose de très simple. Donc, ça peut aussi être parfois créer l'occasion et l'opportunité pour que les gens se rencontrent. Et ça peut aussi être, eh bien, juste faire un café un peu informel avec 2-3 questions et favoriser la rencontre et les échanges entre les personnes. Ça n'a pas besoin d'être un événement d'une grande complexité. L'idée, c'est de se dire, bah, toutes ces personnes-là, elles ont des intérêts et des besoins communs. Essayons de les mettre autour de la table, virtuelle ou réelle, pour qu'ils puissent échanger. Après, c'est sûr que je pense que si vous avez l'occasion de travailler et de participer à un certain nombre d'événements pour voir comment des événements sont facilités et puis participer à des formations à la facilitation vous-même, ça pourra être très utile parce que dans tous les cas, la facilitation, ça reste quand même au cœur de l'animation de communauté, de pouvoir vraiment créer des liens, apprendre à créer des interactions entre les participants, faire quelque chose de dynamique, etc. C'est vraiment quelque chose, je pense, ouais, en effet, d'important à prendre en main si on veut vraiment développer une communauté sur le moyen terme. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Carrément, merci beaucoup. Oui, Béatrice? Oui, du coup, moi j'étais un peu étonnée par l'étape 4, du coup, le fait qu'à un moment donné, on se retrouve quand même un peu en dehors, entre guillemets, parce qu'on n'est pas réellement dehors, mais du coup un peu séparé un peu de cette communauté quand même, quoi. En fait, je pense que là, bon, c'est un peu trop, comment dire, séparé, mais l'idée, c'est plus que, mais en même temps, c'est la réalité. Par exemple, si je prends l'exemple de programmes type réaction au sein de Make Sense, c'est vraiment des programmes de 2 semaines de mobilisation qui existent depuis 2 ans pour que des groupes de personnes puissent s'engager autour de thématiques comme le sans-abrisme, l'accueil des personnes qui sont nouveaux arrivants, etc. Aujourd'hui, la personne qui est responsable de cette communauté, elle n'est pas en contact avec l'ensemble des participants parce qu'il y a tellement de participants que c'est impossible. Et du coup, en fait, ça se fait un petit peu par couche, c'est-à-dire qu'il y a les participants, il y a les mobilisateurs qui vont animer les communautés. Et dessus, il y a même les super mobilisateurs qui eux-mêmes animent les mobilisateurs. Et donc, la responsable de communauté, bon, c'est pas hiérarchique comme ça en vrai, mais bon. Et l'animatrice de communauté, en fait, elle est juste là pour outiller les super mobilisateurs qui eux-mêmes vont outiller les mobilisateurs qui eux-mêmes vont animer les participants. Et du coup, au bout d'un moment, bon, là, ça fait beaucoup de couches. On peut imaginer ça comme un gâteau, quoi. Mais ce qu'on peut apprendre de ça, c'est que, notamment si la communauté grandit, je ne sais pas s'il y a des centaines de personnes, au bout d'un moment, on ne peut pas être en contact avec tout le monde. Donc forcément, on ne va pas être en interaction avec tout le monde, même si, bien sûr, alors ça, c'est sûr, c'est qu'un animateur de communauté ne doit pas être déconnecté du terrain, il doit toujours reprendre contact avec les participants, participer aux événements, lui-même réorganiser des événements, parce qu'en fait, si on est trop déconnecté de la réalité, forcément, au bout d'un moment, on va pas forcément dans la bonne direction. D'accord, ça marche. Merci. Alors Myriam, est-ce que tu veux m'expliquer peut-être la question sur le fait que pour toi, ça n'a pas l'air de correspondre à les communautés de marque? Parce que du coup, pour moi, pour créer une communauté de marque, on reste un peu le centre ou à la limite, on reste dans la bulle, mais on n'arrive pas à un moment où on se détache totalement, ou si on se détache totalement, ça serait pour, mettre dans la bulle des collaborateurs, non? Ouais. Après, ce que j'aime bien dire sur les communautés de marque, c'est que des fois, il faut aussi, comment dire, prendre un petit peu de recul et créer une communauté qui n'est pas uniquement centrée sur le produit. Et Oui, aussi totalement. engager les gens plus globalement autour de la thématique.
Et je trouve que ça, c'est pas mal. Si on prend des exemples de, voilà, j'ai une marque de gourde, les gens, au bout d'un moment, ils vont pas être focus 100% gourde. Il faut leur offrir un engagement un peu plus large autour de l'environnement, autour de je ne sais quoi. Et je pense que ça peut être aussi, enfin, en tout cas, c'est un conseil pour les communautés de marque. Je trouve des fois, quand on est trop, voilà, on fait que des focus group, on fait que des trucs très, très produits, au bout d'un moment, les gens, ils sont pas forcément C'est ce qui engagés parce qu'ils ne voient fidélise pas un la peu. cause, quoi. Totalement. Ouais, c'est ce qui fidélise en fait. Enfin, c'est ce qui maintient la représentation un peu de ce qu'il y a autour. Ouais. Et après, c'est vrai qu'en ça, tu as raison, c'est pas faux. C'est parce que moi, j'ai jamais animé de communauté de marque directement, mais c'est pas faux qu'en fait, je pense qu'on est quand même, la marque, elle doit rester en contact avec ses membres parce que c'est ses clients. Mais après, est-ce qu'il peut y avoir quand même, tu vois, des super clients, entre guillemets, qui vont ensuite fédérer des clients, c'est possible aussi, ou des membres. Avec un système d'ambassadeurs pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Ok. Mais ce que tu dis, Violette, ça me fait penser à la marque Tupperware. Tupperware. Les réunions qui se font, finalement, la marque en elle-même, je crois qu'elle est assez loin. C'est des représentants qui animent et ensuite, c'est les gens qui ont ces réunions-là qui vont en chercher d'autres, si je comprends bien le Mais truc. ça fait partie du modèle économique justement de fonctionnement de la marque en question, enfin de reposer sur les ambassadeurs qui, eux, vont aller chercher. Mais du coup, ouais, ça en revient un peu sur les objectifs de la communauté. Enfin, c'est vraiment la base. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Eux, clairement, c'est un très bon exemple de Power parce que c'est vrai que eux, pour le coup, c'est une entreprise dont le modèle repose sur sa communauté. Donc, c'est vraiment au cœur de son business, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont enfin, ils sont vraiment dépendants de leur communauté et ils doivent forcément investir du temps et de l'énergie, j'imagine. Je connais pas très, très bien, mais à former ou à accompagner je sais pas comment on appelle ça, mais les ambassadeurs Tupperware, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc on va clôturer sur la partie un petit peu, qu'est-ce que, c'est un peu ce qu'on était en train de dire d'ailleurs, repartir du cap de son projet. Donc voilà, on a des exemples comme Tupperware où vraiment le modèle du projet repose sur les communautés. Est-ce que vous, votre objectif, c'est plutôt d'en faire un modèle économique, vous avez un lieu que vous voulez faire vivre? Est-ce que c'est pour recruter des clients, est-ce que c'est pour tester des produits? Et donc, repartir de ce cap-là pour pouvoir, comme je disais, c'est un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il faut avoir son objectif en tête et comme ça, on saura un petit peu plus comment est-ce qu'on va prioriser la communauté et ce qu'on va en faire et comment est-ce qu'on va surtout favoriser la rencontre. Moi, c'est ce que j'ai vraiment envie c'est sur quoi j'ai vraiment envie d'insister, c'est que très souvent, on prend un peu les communautés comme des espaces 100% réseaux sociaux et voilà, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait que les gens se rencontrent sans forcément faire des événements complexes, mais en tout cas des choses où les gens tout simplement sont autour de la table. Alors, je ne vais pas remontrer tout ça, mais ce que je vous propose peut-être, c'est de prendre chacun 3 minutes, 2-3 minutes pour réfléchir à de tout ce qu'on a pu évoquer sur les échanges, les rencontres, les typologies de communauté. Quelle serait pour vous, dans votre initiative, une action que vous auriez envie de tester dans les prochaines semaines? Ça peut être quelque chose de juste, j'appelle un potentiel membre de ma communauté. Ça peut être, j'organise un premier café avec mes membres. Ça peut être, voilà, donc c'est vraiment, ça peut être très très simple. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est de prendre 3 minutes de réflexion et puis après, on partage tous ensemble ce qu'on s'est noté comme objectif individuel.